Voilà, le moment est-il indiqué pour que les Africains, les Congolais, écrivent leur propre histoire. Pour cela, nous recevons Georges Tshundolela, professeur d'histoire à l'université de Kinshasa. Bienvenue, Georges Tshundolela. Merci. Voilà, vous êtes aussi ancien directeur de cabinet au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel sous l'ère musée Laurent Désiré Kabila. Vous êtes aussi membre du comité qui a été désigné pour rédiger, pour écrire la nouvelle histoire du continent noir, la nouvelle histoire de l'Afrique. Un projet initié par le feu guide libyen Muammar Kadhafi et financé par l'UNESCO et l'Union africaine. Professeur Georges, est-ce que la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, trouve-t-elle la nécessité d'étudier encore l'histoire? Parce que nous voyons dans nos universités, dans nos instituts supérieurs, les facultés, donc la faculté d'histoire, peinent à avoir un nombre important d'étudiants, des jeunes. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier parce que la première fois que je passe cette Télé 50, remercier les journalistes pour cette invitation. Effectivement, il y a aujourd'hui une certaine méfiance, on peut même dire désintéressement des étudiants congolais vers l'histoire. En fait, cela est dû non seulement du fait que les gens ne comprennent pas réellement ce que c'est que l'histoire, et deuxièmement, à une sorte de sabotage. Parce que si vous allez dans les pays qui nous entourent, l'histoire est parmi les filières les plus prisées pour l'enseignement universitaire en sciences sociales. En fait, les gens ne comprennent pas que pour tous les domaines, l'histoire a non seulement sa place, mais occupe une place stratégique. Nous ne pouvons rien faire si nous n'interrogeons pas le passé et si nous ne considérons pas l'évolution depuis les origines de tout problème. Pour résoudre véritablement un problème, il faut connaître ses origines et il faut connaître ses développements depuis ses origines. Or, c'est ça justement la mission confiée à l'histoire. Pour tout problème, pour toute question, de éclairer la société en montrant les origines successives et en montrant les développements successifs depuis les origines. Parce que si nous ne tenons pas compte de l'expérience du passé, si nous ne tenons pas compte des origines et des développements successifs du problème, nous ne pouvons pas résoudre véritablement le problème. Je peux donner un exemple. On parle par exemple de la gratuité de l'enseignement. J'ai été déçu par exemple... Qui continue à faire couler beaucoup d'encre, de salive dans notre pays. Oui. On n'a pas fait une rétrospective du problème. Cette question n'a pas été posée seulement aujourd'hui. La question est posée depuis longtemps. On peut même dire, même à l'époque de Mobutu, cette question a été posée, mais pour revenir au passé récent... Pourquoi ça a posé problème à être matérialisé? Depuis Mobutu, Mzee Kabila, aujourd'hui avec... Joseph Kabila avait aussi initié ça, et aujourd'hui, Félix Tshisekedi martèle dessus. Pourquoi ça pose problème pour être matérialisé? Justement, le premier forum même sur la gratuité de l'enseignement avait justement constaté qu'il y avait plusieurs éléments préalables pour qu'il y ait gratuité. Et parmi les éléments, c'était le problème de financement. Il fallait plus de 2 milliards et tout. C'est ainsi d'ailleurs qu'on avait à l'époque décidé de faire le système progressivement. Et vous vous souvenez,
on avait décrété à l'époque, personne ne l'évoque. Quelle époque? De Kabila qui est parti, le président sortant, on avait décrété la gratuité et comme les moyens n'étaient pas là, on avait décidé d'y aller par étapes et on l'a appliqué pour la première année et la deuxième année primaire. Et on avait distribué les cartables, les cahiers, les bics, les crayons, les livres de français et de calcul, ainsi que les dictionnaires à tous les élèves de notre pays. Les gens n'évoquent même pas les ça. élèves des écoles... de toutes les écoles. Même les écoles privées. Même les écoles privées, à l'époque. Donc vous n'allez pas dire que la gratuité sous Joseph Kabila avait concerné aussi les élèves des écoles privées, quand même. Oui, partiellement. Vous n'allez pas dire que la gratuité sous Joseph Kabila avait concerné aussi les écoles privées. Les écoles privées, les parents devaient continuer à payer. Hein, donc, des écoles privées ont reçu seulement des élèves de matériel, de dictionnaires, de français, et les livres de mathématiques, et de français, ainsi que les cartables et les cahiers. Ok, maintenant on peut revenir à notre sujet. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas fautif? Est-ce que vous n'êtes pas en déficit communicationnel? Vous ne parvenez pas à montrer à la jeunesse congolaise la valeur de l'histoire. On regarde aujourd'hui, si un jeune dit à son père que non, moi, après les études secondaires, je vais prendre à l'université, je vais étudier l'histoire. On voit même l'entourage se moquer de lui. Tout le monde dit non, ce sont des histoires, on réduit cela aux fables. Hein? Même à Lingala, on dit non, Azoke Ngotanga Lisapo, en Swahili pour les amis de l'Est, Anenda Kufunda Arishinjo. Ce n'est pas ça l'histoire. Je l'ai dit, l'historien doit chercher à faire connaître les origines et les développements depuis les origines des réalités actuelles et prédire les réalités futures. Donc, vous comprenez que dans tous les domaines, l'historien a sa place. C'est qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi? Par exemple, vous n'affichez pas, s'il vous plaît, professeur Jean, est-ce que vous n'affichez pas un déficit communicationnel pour montrer le bien fondé à la jeunesse d'apprendre son histoire? Oui et non. Parce que le problème ne dépend pas seulement des historiens, le problème dépend aussi de la société et des journalistes que vous êtes. Hein? Parce que si on dit officiellement que l'histoire est importante, etc., mais souvent, quand on organise des émissions, quand il y a des questions à débattre, quand il y a des problèmes au niveau même de notre pays, les historiens souvent ne sont pas invités. Je prends un exemple. Il y a eu un forum sur l'énergie. Au Bas-Congo. Au Bas-Congo. À l'ancien Bas-Congo. Ouais. Au Donc, Congo central. Oui. J'ai constaté qu'aucun historien n'était invité à ce forum. Or, nous avons des historiens spécialistes de l'énergie qui auraient pu faire comprendre comment on est arrivé à ce que l'État s'occupe de cette question. Parce qu'au départ, dans ce pays, jusqu'aux années 30, c'était les privés qui se sont occupés du secteur énergétique. Mais c'est fait que les privés ont taxé très cher et fournissaient de l'eau et de l'énergie de mauvaise qualité et l'État a dû intervenir. Et quand l'État est intervenu en fournissant gratuitement de l'eau dans les communes noires, parce que les colons à l'époque avaient interpellé l'État en disant les microbes ne vont pas choisir la zone de développement parce que donc, rester seulement dans les zones africaines. Les microbes n'ont pas de frontières. Ouais. C'est pourquoi il fallait faire des raccordements en eau, etc., dans les communes africaines.
Et l'État, à ce moment-là, a raccordé, bien sûr, chaque quartier avait son jour pour puiser l'eau et se laver, mais l'État s'était rendu compte qu'en utilisant à l'époque de la matière pour traiter l'eau, alors que ce que les privés ne faisaient pas, et en diminuant de moitié le coût de l'électricité pour les Européens et de l'eau, en fournissant gratuitement l'eau dans les communes africaines, l'État s'est rendu compte à la fin de l'année qu'il avait fait des bénéfices. Et donc avait compris pourquoi les privés voulaient s'accaparer du secteur à l'époque. Donc l'État n'est pas venu être. Donc on peut multiplier des exemples. Et l'historien peut éclairer qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter. Parce que en matière de développement, nous ne devons pas perdre de vue cela. Toute expérience, quel que fût son aboutissement, échec ou réussite, est une leçon à ne pas négliger. Il faut l'exploiter. Or, c'est ce que nous ne faisons pas. Nous devons exploiter aussi bien les expériences heureuses que les expériences malheureuses. Ce n'est pas parce que vous vous cachez, vous ne revendiquez pas votre position. Ce n'est pas parce que vous ne revendiquez pas votre position qu'on vous oublie de temps en temps. On fait recours à vous seulement pour commémorer l'indépendance, par exemple, l'assassinat de Moussé Kabila et consorts. Même à ce niveau-là, l'historien n'est pas suffisamment interpellé et pris en compte. Non, ce n'est pas parce que vous ne revendiquez pas votre position. Bien sûr, les historiens revendiquent, et vous devez d'ailleurs savoir que les historiens ont constitué la première société savante dans notre pays après l'ordre des médecins. La société des historiens zaïrois, aujourd'hui la société des historiens congolais, est la première société après l'ordre des médecins à se mettre en place. Donc les historiens, nous avions pris conscience, nous avions organisé non seulement beaucoup de colloques, des séminaires, etc., mais fait des propositions à l'État en matière de réforme des programmes, de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, etc. Évidemment, cela a apporté surtout au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire et non au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Maintenant, parlons du projet initié par l'ancien guide libyen, Muammar Kadhafi, pour réécrire l'histoire. Dans quelles circonstances il est parvenu à lancer ce projet ambitieux? En fait, l'Union africaine s'était rendue compte, premièrement, que l'histoire constituait une matière stratégique pour le développement de l'Afrique, et que c'est un levier pour le développement de l'Afrique, et donc qu'il fallait s'appuyer sur l'histoire pour assurer le développement de l'Afrique. Et deuxièmement, l'Union africaine s'était rendue compte que le premier projet financé, parrainé par l'UNESCO, de l'écriture d'une nouvelle histoire de l'Afrique qui avait permis de publier un certain nombre de volumes à l'époque, n'avait pas réellement abouti. D'abord parce que ce projet s'adressait essentiellement à l'élite, à une minorité. Il fallait alors écrire des livres d'histoire qui s'adressent à toutes les tranches d'âge, depuis la maternelle jusqu'aux adultes. Et c'est ainsi donc qu'on avait mis en place ce projet. Il y avait aussi évidemment le fait que l'histoire elle-même avait connu des transformations profondes, que ce soit du point de vue scientifique, du point de vue de son rôle social, au lieu de servir à renforcer les hiérarchies, etc., l'histoire doit au contraire contribuer au développement des sociétés et à la formation des citoyens critiques, démocratiques, valables. Alors, il y avait aussi, évidemment, sur le plan didactique, pédagogique,
des réformes importantes. Alors tout cela a amené qu'on revienne justement à l'écriture de l'histoire de l'Afrique. La réécriture de l'histoire de l'Afrique. D'adapter pédagogiquement, d'adapter scientifiquement et d'adapter socialement et politiquement. Bon, maintenant, pourquoi ce n'est pas un réveil tardif? Parce qu'on remarque, depuis l'indépendance des pays africains, depuis l'indépendance de la RDC, même au niveau de l'enseignement de base jusqu'à l'université, la plupart des manuels, la plupart des documents d'histoire sont écrits par les Occidentaux. Et on semble constater que c'est l'Occident qui continue à détenir, à téléguider la pensée des Africains. En fait, pour notre pays, pendant longtemps, on a vécu un cercle vicieux. D'une part, les programmes d'enseignement de l'histoire n'étaient pas adaptés, et jusqu'à présent... Et vous les experts, les patriotes, les panafricains, vous croisez les bras. On ne pouvait pas écrire des manuels avec des programmes inadaptés, scientifiquement, socialement, politiquement, pédagogiquement. Alors, il fallait une réforme. Et c'est pourquoi les historiens avaient proposé une réforme de programme, réforme qui, mise en place en 1978, a été annulée une année après. Il y avait eu des pressions de la France, de la Belgique. Et pourquoi? À l'époque, il y avait eu des pressions, pas simplement pour l'histoire, c'était surtout pour les langues. Parce qu'on avait, la réforme avait institué des langues maternelles entre première, deuxième, troisième année, le français devant commencer en quatrième primaire, etc. Alors, il y avait eu des pressions de la francophonie aussi, évidemment. C'est ainsi qu'on avait annulé la réforme et la réforme d'histoire. Alors, pour l'histoire, il y a eu une réforme pour le primaire en 1995, mais cette réforme avait été bâclée. Et les programmes actuels, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas véritablement conformes, malgré le fait qu'on a surtout vu le volet pédagogique pour mettre l'enseignement de l'histoire par les compétences. Pour les secondaires, il y a eu une réforme en 2005, à laquelle nous avions d'ailleurs participé en tant qu'experts, mais le texte final sorti n'est pas véritablement conforme. Donc le programme lui-même n'est pas conforme à ses principes, à sa philosophie, etc. Vous voyez par exemple sur le volet pédagogique, on prône l'enseignement de l'histoire par les compétences. Mais quand on va dans les matières, on voit qu'au lieu de l'enseignement de l'histoire par les compétences, c'est l'enseignement de l'histoire par les contenus et, dans les meilleurs des cas, par les objectifs. Et toute la vision de l'histoire, toute la vision scientifique, aussi bien que sociale et politique de l'histoire nouvelle, ce n'est pas prise en compte. Ce n'est pas pris en compte. Vous savez, même déjà au niveau de la périodisation. Or, justement, que ce soit au niveau général ou au niveau de l'Association internationale pour la didactique de l'histoire, qui avait mis sur pied un projet de créer des contenus communs pour l'ensemble du monde, quitte à ce que chaque pays, chaque continent mettre des éléments propres après, mais qu'il y ait un contenu électoral général. Ce contenu est sorti en 2005, mais le programme était déjà sorti. Les nouveaux programmes d'histoire du secondaire, ce qui fait que ça ne prend pas en compte ces nouveaux contenus. Et il faut dire que l'élément politique extérieur est aussi très, très important. Je vois par exemple l'Italie qui a été le premier pays à appliquer ce canevas dès que monsieur l'ancien Berlusconi est arrivé au pouvoir. C'est la première décision qu'il avait prise de supprimer cette réforme de programme d'histoire. Donc vous comprenez les enjeux politiques non seulement intérieurs, mais internationaux. Parce que tant que l'histoire, avant
servait à vénérer les hiérarchies politiques et sociales, etc., hein, à leur servir à renforcer leur pouvoir, l'histoire était bien vue. Mais aujourd'hui que l'histoire est un levier de développement, doit permettre de créer des citoyens critiques qui puissent démocratiquement et de manière critique voir leur société, leur présent, leur passé et leur devenir. L'histoire est devenue dangereuse. L'histoire est devenue dangereuse. Est-ce que vous allez me dire que c'est parmi les causes qui ont fait que le guide libyen, l'initiateur même de ce projet de réécriture de l'histoire, soit liquidé? C'est parmi les causes? Oui, effectivement. Effectivement, parce que vous pouvez d'ailleurs savoir que c'est après que le projet ait été mis sur pied, les premiers éléments définis, c'est juste quelques jours avant la réunion qui devait servir à la distribution de responsabilités, des tâches, hein, avant le voyage, quelques jours avant, que il y a eu des troubles en Libye et que la réunion finalement n'avait pas eu lieu. Et après, l'UNESCO a voulu que ça se tienne en France. La plupart des experts étaient contre cela parce que écrire une nouvelle histoire de l'Afrique et aller se partager les tâches en dehors de l'Afrique, etc. Puis l'Afrique du Sud avait accepté de nous recevoir, mais on a dit non, on ne peut pas utiliser les fonds libyens. Il fallait donc trouver d'autres fonds. Heureusement, le président Mugabe avait accepté alors à recevoir les scientifiques, les experts, ainsi que le projet a été relancé. Il y a une dernière réunion maintenant au Soudan, donc le projet est presque à terme. Presque à terme, hein? Donc on peut s'attendre dans les tout prochains jours des nouvelles orientations, des indices vraiment propres aux Africains concernant l'enseignement d'histoire sur le le plan du contenu. Hein, je donne un exemple. Aujourd'hui, quand on dit l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. OK. Alors qu'avant, l'histoire de l'Afrique, on se limite aux frontières actuelles de l'Afrique. Dans cette nouvelle histoire de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique inclut les diasporas africaines, anciennes comme actuelles. Voilà, nous voici arrivés au terme de ce magazine, chers téléspectateurs. Nous venons de recevoir pour vous le professeur Georges Tchondolela. Il est expert, il est spécialiste en histoire économique et sociale. Il est ancien directeur de cabinet au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Il est aussi membre du comité de rédaction de la nouvelle page de l'histoire du continent noir. Notre compatriote Elikia Mbokolo est aussi le directeur scientifique. Ah, ok. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Vous avez découvert que l'histoire est très importante. La jeunesse, tout le monde a besoin d'intérioriser l'histoire pour lui permettre à pouvoir mieux faire dans l'avenir, à pouvoir développer le pays dans l'avenir. Merci une fois de plus. Gardez votre attachement, votre fidélité à votre chaîne Télé 50. Au revoir.